J'attendais ça. D'accord. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je reconnais certains visages, puis d'autres qui sont plus nouveaux. Moi, je m'appelle Elisabeth. J'utilise les pronoms elle et elle, les accords féminins ou neutres, et je suis agente de recherche, de formation et de sensibilisation à Franco Queer. Et ça me fait plaisir de présenter ce webinaire ce soir. Euh, je voulais vous parler un petit peu des fonctionnalités de Zoom. J'en ai déjà couvert quelques-unes, puis je présume que à ce stade, vous commencez à être à l'aise avec la plateforme. Mais juste pour s'assurer qu'on soit tous sur la même page, petit rappel, vous pouvez intervenir dans le chat si vous voulez. Je pense qu'on a peut-être les questions-réponses activées. Non, ça n'a pas. Si, ouais. Ouais, on a aussi l'option questions-réponses. Donc, si jamais vous voulez poser une question de façon anonyme, vous pouvez le faire au bas de votre écran. Si vous êtes sur un ordinateur, il y a le Q&A. Là, vous pouvez envoyer des questions là aussi. À tout moment, n'hésitez pas à réagir avec les emojis, les petits icônes de réaction. Et puis, il y a aussi le sous-titrage automatique sur Zoom. Donc, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à l'activer. C'est pas parfait, mais c'est pas pire, surtout si on l'active en français. Parce que si on oublie de régler la langue, ça fait des choses intéressantes. Donc, ça fait un petit peu le tour. Avant de poursuivre, je vais prendre un petit moment pour faire une reconnaissance territoriale. Euh, Quand je fais des reconnaissances territoriales, j'aime prendre un moment pour réfléchir à ce que je suis en train de faire, pourquoi on est en train de faire une reconnaissance territoriale. Et ce à quoi j'aime penser, c'est au fait que des traités, c'est pas comme un reçu de vente. C'est vraiment une entente vivante entre des nations souveraines. C'est-à-dire que ces terres où on se situe, où que vous soyez, ben, ce sont des nations, ce sont des terres souveraines autochtones. Et ce que ça veut dire, ben, c'est comme quand on est genre en voyage quelque part. On respecte les lois de cet endroit. Eh bien, ici, on se doit de respecter les lois des terres où nous sommes. Puis, un traité que j'aime revisiter pour m'aider à conceptualiser ça, c'est l'accord wampum à deux rangs que vous voyez à l'écran, qui a été convenu entre les Haudenosaunee et les colonisateurs, les colons néerlandais, mais qui a ensuite été élargi pour inclure les colonisateurs français et britanniques. Et puis, l'analogie de cet accord, c'est que chaque rang, chaque ligne, c'est un bateau. Donc, sur une des lignes, c'est un canot autochtone, un canot Haudenosaunee, et dans l'autre, c'est un navire européen. Et les deux naviguent en parallèle sur la rivière de la vie. Et ni l'un ni l'autre ne s'ingèrent dans les affaires des autres, mais chacun agit de manière à respecter le, les règles, les lois, la vie de l'autre. Et les deux bateaux sont reliés par une chaîne en argent qui doit régulièrement être polie. Donc, la relation entre les deux doit être entretenue. Et quand l'un ou l'autre des parties a besoin d'aide, ben, peut tirer sur la chaîne pour demander de l'aide à l'autre bateau. Mais autrement, les deux naviguent comme ça, en parallèle sur la rivière de la vie. Et donc, pour l'équipe de Franco-Cure qui est à Toronto, où est le siège social de l'organisation, ben, euh, ils naviguent en parallèle, disons, avec les Wendat, les Haudenosaunee, les Anishinaabe, plus précisément la Première Nation Anishinaabe des Mississauga du Crédit, hein, qui sont les titulaires actuels des droits en vertu du traité 13, qui couvre la région de Tite-Carunto, qui est communément appelée comme Toronto aujourd'hui. Moi-même, je me connecte ce soir, comme j'ai dit, de la région d'Ottawa. Euh, donc, je navigue, moi, en parallèle avec la Première Nation Algonquine Anishinaabe, Anishinaabe Algonquine, pardon, parce que Ottawa, c'est le territoire concédé de cette nation. Euh, donc, voilà. Et bien sûr, on va parler d'aînés ce soir. Et on ne peut pas parler d'aînés sans parler d'aînés autochtones. On va parler plus tard aujourd'hui du concept du parcours de vie. Euh, mais l'essentiel, c'est que les expériences qu'on vit ont un impact sur notre expérience du vieillissement. Et donc, on se rappelle que les aînés autochtones en ont vécu toutes sortes d'affaires. Euh, la rafle des années 60, les pensionnats autochtones, mais aussi des luttes militantes comme Oka et Purwash. Et donc, toutes ces choses influencent comment les aînés autochtones vieillissent aujourd'hui et continuent de lutter. Donc, je vais prendre un moment avant de commencer ce soir pour partager quelques aînés autochtones qui m'inspirent. Donc, tout d'abord, il y a à gauche de l'écran Lady Wanda Whiteford, euh,
qui est malheureusement décédé l'an dernier, mais qui a fait beaucoup de travail dans la région de Toronto pour la réduction des méfaits, pour rendre les espaces de cérémonie autochtones inclusifs aux personnes de SLGBTQIA+, aux personnes en situation de handicap. Donc, juste généralement une personne très, très cool. Au milieu, là, on voit l'aînée Joséphine Mandamin, qui est connue comme la Water Walker. Donc, qui faisait des marches autour des Grands Lacs pour sensibiliser à la pollution des eaux, des Grands Lacs, mais aussi de l'eau sur les réserves autochtones. Et puis, j'aime que, je ne sais pas si vous connaissez la militante protectrice de l'eau, Autumn Pelletier, mais c'est sa petite nièce. Donc, il y a comme une chaîne intergénérationnelle de femmes qui défendent l'eau. Donc, ça, c'est cool. Puis, à droite de l'écran, on a l'aînée Julie De Silva, qui, elle, milite sans relâche pour la justice, pour Grassy Narrows, pour que la communauté soit dédommagée pour l'empoisonnement au mercure qui a eu lieu euh, dans leur communauté, dans leur voie, dans leurs eaux. Donc, ouais, trois aînés qui m'inspirent. Donc, si vous avez des aînés auxquels vous pensez, des aînés qui vous inspirent, n'hésitez pas à les partager dans le chat. J'adorerais les connaître. Et puis, s'il n'y a aucun nom qui vous vienne à l'esprit, ben, si c'est intéressant, pensez-y. Je nous invite à garder un œil là-dessus, voir s'il y a des aînés autochtones sur lesquels on peut apprendre, dont on peut s'inspirer. Avant de se lancer, quelques petits disclaimers. D'abord, si vous ne l'aviez pas remarqué, je suis pas une aînée, surprise. Euh, et donc, vous vous demandez peut-être comme qui est cette personne qui va nous parler des aînés. Ah, Mani Chakabi. Merci, Sonia. J'irai m'informer davantage sur cette personne. Merci beaucoup. Euh, mais oui, donc je suis pas une aînée. Alors, de quel droit est-ce que je viens ici vous parler des enjeux des aînés arc-en-ciel? Euh, eh bien, la présentation d'aujourd'hui, elle est issue de projets de recherche menés par FrancoQueer, notamment un projet de recherche sur les expériences des aînés francophones arc-en-ciel ou de SLGBTQIA+, en Ontario. Euh, et donc, ce que je vais partager avec vous, c'est issu de la littérature, c'est issu des résultats de cette recherche. Donc, c'est pas juste des idées qui sortent de ma tête comme ça, c'est basé dans les données probantes. Et puis, autant que possible, je vais essayer de laisser la parole aux aînés eux-mêmes que j'ai consultés dans le projet de recherche. Donc, vous verrez, il y a beaucoup de citations directes pour vraiment qu'on entende les mots des personnes concernées. Puis finalement, ben, j'espère qu'on pourra adopter une petite approche de co-construction des savoirs. On n'est pas un très grand groupe ce soir, c'est super. Ça va nous permettre d'avoir des conversations parce que ben, je connais certains d'entre vous, je sais que vous avez des choses à contribuer, que vous avez déjà des connaissances. Fait qu'il y a une immense richesse de connaissances ce soir. Donc, j'espère que ça ne reviendra pas tout à moi de partager l'information puis qu'on pourra collaborer ensemble également. Avant de commencer, je suis juste curieuse de faire un petit sondage avec vous. Combien d'entre vous avez déjà interagi dans le cadre de votre travail ou de votre, disons, bénévolat avec des personnes arc-en-ciel de SLGBTQIA+, de n'importe quel âge? Donc, vous pouvez répondre dans le chat ou réagir en levant la main ou en utilisant les emojis, mais combien d'entre vous avez déjà travaillé auprès de personnes arc-en-ciel de n'importe quel âge? Ok, je vois Sonia qui met un cœur, un pouce de Caroline, un cœur de Saveria, un pouce de Théon. Merci. Enfin, un cœur de Théon, un pouce de parler. OK, des arcs-en-ciel d'Arnaud. Fait que comme quand même pas mal, plusieurs d'entre vous avez déjà travaillé auprès de personnes arc-en-ciel. Maintenant, si je vous pose la même question et je vous demande combien d'entre vous ont travaillé auprès d'aînés arc-en-ciel spécifiquement, est-ce, encore une fois, même exercice, réagissez si vous avez déjà travaillé auprès d'aînés arc-en-ciel. OK, OK, cool, pas mal, pas mal. Ah, c'est super. Mais quand même une ou deux personnes de moins. Ce qui est quand même ce à quoi je m'attendais. Ouais, tu vois, Manson dit non, jamais. Euh, et ça, c'est un peu le point de départ, en fait, pour notre conversation aujourd'hui. Parce que même si on sait que la population canadienne est vieillissante, les aînés arc-en-ciel demeurent quand même invisibles dans bien des cas. Puis ça, faut pas accepter ça de façon acritique. Les personnes arc-en-ciel, les aînés arc-en-ciel existent. Pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas plus visibles? Si la communauté est réduite,
pourquoi. Pourquoi est-ce que ces personnes ne sont plus là? Et ça, c'est des pièces d'information qui peuvent nous aider dans notre travail pour mieux soutenir les aînés arc-en-ciel. Fait que, c'est ça, disons, notre point de départ. Et rapidement, donc le plan pour la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de parler des réalités des aînés arc-en-ciel, de sorte à pouvoir déjà comprendre les événements qui auront un impact sur leur vieillissement, leurs expériences du vieillissement, reconnaître les manifestations de l'agisme, de la queerphobie dans nos milieux de travail et de vie pour intervenir dans ces situations et puis finalement adopter des pratiques gagnantes qui aident à créer des milieux affirmatifs des aînés arc-en-ciel. Et pour ce faire, euh, on va terminer l'introduction, j'achève là, mon spiel d'intro. Je vais vous parler brièvement de Franco-Queer et de la recherche sur laquelle ce webinaire se base. Ensuite, on va parler de quelques concepts de base, juste pour histoire d'être sur la même page. Ensuite, on va regarder une ligne de temps d'événements qui ont pu marquer euh, le parcours de vie des aînés arc-en-ciel et qui peuvent avoir une influence aujourd'hui sur leur expérience du vieillissement. Ensuite, justement, on va regarder à certaines de ces réalités avant de plonger dans quelques recommandations et pratiques gagnantes. Est-ce que ça vous va? Ça vous parle comme plan pour ce soir? Ouais, je vois Sonia qui hoche la tête, un petit pouce de Paul André. Super. J'enchaîne alors. Une chance que vous avez dit ça parce que c'est ça le plan. Ça n'a pas changé. Euh, donc, rapidement, Franco-Queer, pour celles qui ne nous connaissent pas, on est la première et la seule association provinciale pour les francophones de SLGBTQIA+, en Ontario. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'un réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+, qui est une initiative qui a été lancée en 2023, une initiative de recherche-action. Donc, il y a eu une première collecte de données en 2023-2024. On est maintenant dans une deuxième phase de collecte de données et de mobilisation des connaissances, comme ce webinaire aujourd'hui. Donc, de traduire les données qu'on récolte en outils, en ressources qui sont pertinentes pour les prestataires de services en Ontario francophone. Puis plus spécifiquement, cette deuxième phase du projet se concentre sur des groupes moins compris, comme les personnes asexuelles, aromantiques, les personnes trans non-binaires, donc des groupes moins compris au sein des communautés arc-en-ciel, et ainsi que sur certains secteurs où les membres de nos communautés ont particulièrement beaucoup d'expériences, pas toujours des expériences positives. On parle là de la santé, l'éducation et les médias d'information. Mais comme j'ai peut-être fait allusion tout à l'heure, les données concrètement qu'on va présenter ce soir, elles proviennent d'un autre projet de recherche qui a été mené en collaboration avec la Farfo et financé par la Fondation Trillium de l'Ontario. Je ne l'ai pas mentionné tout juste, mais le premier projet est financé par Femmes et Égalité des genres Canada. Mais donc, celui-ci est financé par la Fondation Trillium et c'était dans le cadre du réseau Vivre Plus Fierté ou le réseau Fierté Farfo qui vise à développer des milieux aînés plus inclusifs de la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai eu la chance de mener une petite collecte de données sur une étude sur les besoins des francophones arc-en-ciel de 50 ans et plus. Donc, ça incluait une recension des écrits, un sondage en ligne, des groupes de discussion et des entretiens individuels. Euh, donc, c'est de là que vont provenir les données du webinaire d'aujourd'hui. Puis rapidement, quelques notes sur l'espace pour ce soir. Donc, si vous avez déjà participé à un webinaire de Franco-Queer, vous connaissez sûrement ces quelques petites normes. Mais dans le fond, l'idée, c'est qu'on crée ici un espace d'apprentissage. Et donc, tout le monde a droit à l'erreur. N'hésitez pas à poser des questions, même si vous pensez qu'elles sont maladroites. Il n'y a pas de souci, tant que c'est fait avec bienveillance, avec respect. Donc, on évite des généralisations, on parle aux jeunes, on parle de nos expériences. Et puis, bien sûr, on respecte les noms et les pronoms des personnes ici présentes. Et si on fait tout ça, on échange avec respect, ça devrait bien aller. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous rajouteriez à cette règle? Non, ça semble aller. Cool. OK. Dans ce cas-là, commençons avec quelques concepts. Je vous promets, je ne passerai pas trop de temps dans la théorie, mais je me disais qu'il y aurait quelques petites choses qui seraient bien
de mettre sur la table. Donc, la première, c'est juste une petite note sur le vocabulaire. Donc, vous remarquez que j'utilise le terme aîné. Des fois, je parlais de personnes âgées. Euh, c'est des raccourcis. Dans la collecte de données, nos critères d'admissibilité, c'était les personnes de 50 ans et plus. Et c'est sûr qu'il y a des personnes là-dedans qui ne s'identifient pas comme des aînés, qui se disent 50 ans, c'est jeune. Je suis pas encore prêt à revendiquer l'étiquette d'aîné ou de personne âgée, et c'est correct. Et donc, c'est un gros astérix là, sur l'utilisation des mots aînés et personnes âgées. Je vais néanmoins les utiliser juste pour faire plus court, mais sachez que j'englobe là-dedans toutes les personnes de 50 ans et plus. Euh, Aussi, j'utilise le mot aîné pour parler de parcours de vieillissement, pas nécessairement au sens comme sacré ou traditionnel, euh, dans lequel il est utilisé des fois dans les communautés autochtones ou racialisées. Ensuite, le concept du parcours de vie queer. Fait que c'est un peu comme la base de la présentation aujourd'hui. Donc, c'est un concept euh, qui, en fait, explique comment les expériences vécues pendant notre vie ont une incidence sur notre expérience du vieillissement, des fois de façon inattendue. Donc, les occasions, les chances qu'on a eues, notre situation financière, des expériences de discrimination, le soutien dont on a disposé, toutes ces choses finissent par avoir une incidence sur notre expérience du vieillissement. Donc, ça, c'est le premier concept. Le deuxième, que vous connaissez sûrement, mais que je vais répéter, c'est l'intersectionnalité. Donc, concept qui avait été développé par le milieu militant afro-féministe aux États-Unis, mais qui a vraiment été élaboré par la juriste afro-états-unienne Kimberly Crenshaw dans les années 80. Et ce concept permet de voir comment différents systèmes d'oppression et de privilèges se recoupent pour créer des expériences uniques qui ne peuvent pas être réduites à la somme de ces différents systèmes. Si j'adapte, par exemple, le classique exemple de Kimberly Crenshaw à notre présentation ce soir, un organisme pourrait se prétendre, se dire inclusif des aînés francophones arc-en-ciel parce qu'il a du matériel accessible en gros format, en grand caractère, qu'il a un groupe de soutien pour les personnes arc-en-ciel et qu'il a du personnel francophone. Ensemble, ça semble répondre aux besoins des aînés francophones arc-en-ciel. Cependant, si le matériel en grand format, le matériel accessible est seulement en anglais et que le groupe de soutien pour les personnes arc-en-ciel est pas accessible aux aînés et que le personnel francophone n'est pas sensibilisé aux enjeux de la diversité affective, sexuelle et de genre, eh bien, notre personne, notre aîné arc-en-ciel francophone tombe entre les cracks. Donc, c'est important de prendre tous ces systèmes ensemble pour répondre aux besoins spécifiques des personnes qui vivent à l'intersection de multiples systèmes. Alors, avant d'enchaîner avec le survol historique là, du parcours de vie, j'aurais une petite question quiz pour vous. Euh, et je présume Théung, c'est bon, mon collègue Théung va lancer le sondage. Euh, yes, merci Théung. Donc la question, c'est quel événement historique a eu lieu en 1969, pensez-vous? Est-ce que c'est 1, la légalisation du mariage pour tous au Canada? 2, l'abolition des thérapies de conversion? 3, l'inclusion de l'identité de genre dans la Charte des droits et libertés? Ou 4, la décriminalisation de l'homosexualité au Canada? Donc je vous donne quelques secondes pour répondre. Pour l'instant, j'ai 4 réponses. OK, on a 5, 6. Oh, OK, 7 réponses. Je donne une autre 2, 3 secondes. All right. Dernière chance, j'arrête le sondage. OK. La bonne réponse, c'est la décriminalisation de l'homosexualité au Canada. Et oui, ça s'est passé en 1969, à peu près au même moment que les révoltes de Stonewall aux États-Unis. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que même si l'homosexualité a été décriminalisée en 1969, en 1971, il y a eu des gros mouvements militants, des grosses manifestations sous la bannière de We Demand. 2 années plus tard, donc 1971, qui en fait demandaient d'autres changements législatifs, qui disaient comme c'est beau d'avoir décriminalisé les comportements homosexuels, mais on n'a toujours pas de droit à l'adoption. On n'a toujours pas de droit dans les divorces. On n'a toujours pas de... Tu sais, il y avait encore plein d'embûches. Euh, la discrimination en vertu
de l'orientation sexuelle était toujours pas interdite. Donc, il y avait encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais bon, c'était quand même, c'est quand même une année importante dans le parcours de vie des aînés arc-en-ciel. Puis les autres dates, je vais y revenir. D'accord. Donc, si on prend une personne de 65 ans, qui est l'âge moyen des personnes ayant participé à ce projet de recherche, cette personne est née en 1961, dépendamment du moment de sa fête, là, mais disons 1961, ce serait son année de naissance. Ça veut dire que cette personne avait 8 ans quand l'homosexualité a été décriminalisée. Ça veut dire que cette personne se souvient probablement du temps où c'était criminalisé. Quand elle atteint sa maturité sexuelle, son adolescence, qu'elle commence à expérimenter, cette personne se souvient du temps où c'était criminalisé. Ensuite, la personne doit attendre d'avoir 25 ans avant d'être protégée contre la discrimination. Ça veut dire que quand cette personne entre sur le marché du travail, elle pourrait être renvoyée pour son orientation sexuelle ou affective. Il n'y a aucune protection légale à ce moment-là, avant 1986, pour les personnes gays, lesbiennes, bi. Maintenant, une autre petite question quiz pour vous autres. Euh, En quelle année est-ce que la discrimination contre l'identité et l'expression de genre est interdite en Ontario? Euh, Puis c'est important de noter que on parle pas là juste de discrimination contre, par exemple, les femmes. On parle vraiment de discrimination contre l'identité de genre et l'expression de genre. Donc ça a été une avancée vraiment importante pour les personnes trans et non binaires. Donc, est-ce que c'est un en 1975, deux en 1997, trois en 2012, quatre en 2017? Ok, j'ai 5 réponses jusqu'à présent. Six. Je vais vous donner un autre petit moment. OK, cool. Je pense que ça fait le tour. OK, les résultats sont très intéressants. Oh, yes. OK. Ben, la bonne réponse, c'est 2012, ce qui est très, très tard. Une personne trans qui est née en 1961 aurait eu 51 ans en 2012. Donc, aurait dû attendre quasiment toute sa vie avant d'avoir la moindre protection légale contre la discrimination. Euh, c'est aussi un peu une question piège parce que il a fallu attendre jusqu'en 2017. Donc, les personnes qui ont coché 2017, vous n'avez pas comme entièrement tort, mais ça, c'était au niveau fédéral. Donc, il a fallu attendre jusqu'en 2017 pour que cette protection soit étendue au niveau fédéral. Si on continue à suivre notre petite ligne de temps, euh, en 1996, donc notre personne aurait 35 ans, c'est seulement à ce moment-là que la trithérapie arrive. C'est ce qui a transformé le VIH en une maladie euh, chronique gérable versus une condamnation à mort. Donc, la personne aurait eu 35 ans avant que ça arrive, presque 15 ans après les premiers cas là, de VIH au Canada. Ensuite, la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe arrive en 2003. En 2017, on voit aussi le changement du genre assigné sur les pièces d'identité. Donc, dorénavant, les personnes peuvent mettre leur sexe assigné à la naissance, peuvent maintenant mettre leur genre d'identification sur leur pièce d'identité de l'Ontario. Donc, ça facilite quand même le changement euh, du genre et ça fait en sorte que les personnes trans peuvent vivre plus facilement leur identité dans la vie régulière, la vie quotidienne, quand autrement elles subissaient de la discrimination, beaucoup plus de discrimination dans ce milieu de la santé, quand ça vient avec leur permis de conduire. À chaque fois qu'elles devaient montrer une pièce d'identité, en fait, se faisait déplacarder. Donc ça, c'est quand même un changement très important. Puis finalement, tout récemment, les pratiques de conversion sont criminalisées au Canada en 2022. Ouais, pratiques qui sont qualifiées de torture par les Nations Unies, seulement criminalisées il y a 4 ans. Puis bien sûr, on ne peut pas parler du parcours de vie des francophones en Ontario sans parler de l'influence de la religion catholique. Parce que contrairement au Québec, qui s'est laïcisé un peu plus avec la Révolution tranquille, la religion catholique a maintenu plus d'influence sur des institutions, des organismes francophones en Ontario. Donc, beaucoup de personnes aînées aujourd'hui ont fréquenté des écoles, des centres culturels, très religieux,
contrôlés par la religion ou leurs identités étaient condamnées. Et donc, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aînées qui expriment de la résistance, la peur à l'idée d'aller dans des institutions qu'elles perçoivent comme étant associées à la religion catholique. Même si c'est plus nécessairement le cas aujourd'hui, elles ont encore euh, cette perception. Et ça, en soi, ça peut être une barrière à l'accès à des services. Maintenant, petit, rapide, très rapide profil de la population. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je voulais juste attirer votre attention sur certaines caractéristiques des personnes qui ont participé à ce projet. Donc, un quart d'entre elles gagnait moins de 50 000 par année. Euh, Près de 46%, quasiment de la moitié des personnes participantes vivaient seules, ce qui est aussi un facteur de risque pour le revenu, être à faible revenu. Plus du tiers des personnes participantes vivent en situation de handicap et à peu près le quart proviennent de l'extérieur du Canada. Donc ça, c'est des dimensions démographiques qui sont intéressantes à garder en tête quand on pense à développer des services adaptés à cette population. Maintenant, euh, je vais plonger dans certaines expériences que les aînés arc-en-ciel francophones peuvent avoir vécues. Donc, on a parlé de certains moments marquants dans l'histoire. Maintenant, on va parler plutôt d'expériences. Donc, comment c'était de vivre à l'époque où ces moments marquants se sont déroulés. Et puis, évidemment, le parcours de chaque personne est différent, mais au fil de nos échanges avec les personnes participantes du projet, il y a quand même quelques thèmes qui sont ressortis très souvent là, comme étant particulièrement importants. Le premier thème, c'est le fait d'avoir grandi, d'avoir évolué dans un contexte queerphobe. Puis là, encore une fois, un petit astérix sur le thème queerphobe. Je l'utilise aujourd'hui un peu comme raccourci, voulant parler des 2S LGBTQIA+ phobie. On peut parler de homo, bi, transphobie. Donc, ici, je vais utiliser queerphobe. Mais c'est important de noter que ça brouille quand même la distinction entre, disons, l'homophobie et la transphobie. Donc là où c'est pertinent, je m'efforcerai de nommer la distinction là, parce que c'est pas la même chose. Euh, Puis aussi, il faut nommer le fait qu'il y a quand même plusieurs années qui ne s'identifie pas au terme queer à cause de son passé euh, péjoratif, même s'il a été réapproprié aujourd'hui. Donc, encore une fois, ouais, assurer sur le terme queer qui ne fait pas l'unanimité, mais que je vais utiliser aujourd'hui, là. Donc oui, en ayant grandi dans un contexte qui était queerphobe, il y a plusieurs genre sous-expériences qui ont rapporté. La première, c'est l'immense pression sociale et religieuse que les personnes ont ressentie. Dans tous les secteurs de leur vie, y compris dans la famille. Donc ici, on a une personne participante que je vais appeler Alain. Tous les noms que je vais dire aujourd'hui, c'est tous des pseudonymes, là, juste pour que ce soit clair. Donc Alain nous racontait qu'à cette époque-là, ma mère disait toujours, en voyant un voisin gay, oh, regardez ce qui passe devant la maison. C'est pas drôle d'être comme ça. J'espère qu'aucun de mes enfants vont être comme ça. Ce serait tellement décevant. Donc, imaginez que votre être soit considéré comme une déception. Donc, ça, c'est assez lourd à porter. Il y a même une personne, au moins une personne à qui on a parlé dans le cadre du projet, qui a subi une thérapie de conversion qui, obviously, n'a pas marché parce que c'est pas de la thérapie pantoute. C'est de la torture. Et donc, le fait d'avoir vécu ces pressions sociales, ces pratiques de torture, beaucoup de personnes ont rapporté avoir intériorisé certains de ces propos, d'avoir intériorisé cette queerphobie. Et donc, ici, on a Stéphane qui dit être gay était une insulte, donc je ne voulais pas être une insulte. Ou bien Grenade, en parlant de l'influence de la religion, on disait l'emprise de la religion était forte. J'avais des blondes parce que je ne m'acceptais pas. Jamais ça fait le lien au prochain résultat, au prochain impact que grandir dans un milieu queerphobe peut avoir, qui est celui de réprimer ou de dissimuler son identité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rapporté par de nombreuses personnes également. Donc, les personnes, pour se protéger ou dans le déni, en voulant pas comme s'accepter parce que c'était tellement mal perçu, on soit contrôlé le dévoilement de leur identité en s'engageant dans des relations, des mariages avec le genre qui était attendu, donc des mariages qui se voulaient hétéros. Euh, D'autres ont adopté des mécanismes de défense, des pratiques d'hypervigilance euh, pour se protéger. Et puis ça, ben, ça a un impact assez durable sur le bien-être. On a ici Robert qui disait, j'étais vraiment dans un placard à double tour.
Euh, et Alain qui disait, si mon milieu de travail avait appris que j'étais gay et séropositif, j'aurais été congédiée, c'est certain. Et donc, on le voit que être dévoilé aux mauvais endroits, aux mauvaises personnes, ça aurait pu avoir un impact vraiment important sur la sécurité physique, la sécurité d'emploi des personnes. Et donc, beaucoup de personnes ont développé, comme je disais, ces mécanismes de défense qui sont ensuite difficiles à défaire. Donc, il y a une personne participante qui s'appelle Eric qui nous a dit qu'il s'est tellement protégé, il a tellement protégé son petit monde avec son mari qu'aujourd'hui, il n'ose pas montrer de signes d'affection en public. Il a dit que son souhait pour l'avenir, c'était, je cite, pouvoir tenir la main de mon mari en public sans avoir peur. Euh, donc, encore une fois, ces dimensions, c'est des choses qu'il faut garder en tête quand on travaille auprès de personnes aînées arc-en-ciel. Ça peut avoir des impacts durables. En lien avec la carrière, donc juste pour revenir là-dessus, la majorité des personnes qu'on a consultées ont rapporté avoir vécu de la discrimination ou avoir craint de la discrimination dans divers secteurs, y compris dans la santé et dans le secteur, dans le milieu du travail. Donc Robert ici nous dit, je vais à l'hôpital puis ils me disent, non, on laisse pas les amis passer. Et je dis, je suis pas juste son ami, je suis son conjoint. Yves, quant à lui, nous dit, ma patronne m'a dit, Yves, je pense pas qu'il va te donner la job parce qu'il n'aime pas les homosexuels. Ça m'a donné un coup de poing à l'estomac. Donc, ouais, beaucoup d'expériences de discrimination, non seulement pour l'orientation affective sexuelle, l'identité de genre, mais aussi pour la discrimination linguistique. Donc, plusieurs personnes nous ont rapporté avoir vécu de la discrimination linguistique à cause de leur accent, quand elles étaient dans des milieux anglophones ou d'avoir traité comme francophones de service et donc de ne pas avoir reçu de promotion parce que leur milieu de travail se disait, ben, si cette personne est promue ailleurs, on va perdre notre francophone. On ne peut pas faire ça parce qu'on reçoit du financement, whatever. On est obligé d'offrir des services en français. Donc, ça mettait des barrières au parcours aux trajectoires de carrière des gens. Euh, et ça, comme on va y revenir plus tard, ben, ça a ensuite des impacts sur l'expérience du vieillissement. Si on a vécu de la discrimination pendant sa carrière, ça a un impact sur notre stabilité financière plus tard. Euh, Rapidement, je parlais, si on parle de discrimination dans le milieu du travail, on ne peut pas contourner la purge de la fonction publique pendant la guerre froide. Donc, le Canada espionnait les personnes arc-en-ciel. Plus de 9000 personnes ont été rétrogradées, renvoyées ou forcées de démissionner parce qu'elles étaient des personnes arc-en-ciel ou qu'elles étaient soupçonnées de l'être. Et donc ça a créé un climat de terreur à travers la fonction publique canadienne. Et le Canada a seulement présenté des excuses il y a quelques années, en 2017. La dernière dimension, le dernier impact d'avoir grandi dans un contexte queerphobe, c'est celui sur les personnes migrantes, donc le parcours migratoire. Alors, s'il y a des personnes qui ont grandi dans un milieu queerphobe ici, il y a des personnes qui ont évolué dans des milieux queerphobes ailleurs et qui ont fui ces milieux pour venir au Canada, mais qui maintenant font face à du racisme, de la xénophobie ici, et pour qui ça a un impact sur la carrière aussi. Donc ici, on a une citation de Mamadou qui nous raconte que j'ai appris un métier, arrivé ici, j'ai cru que j'allais exercer dans ce cadre-là, mais j'ai pas eu cette chance. Chaque fois que j'avance, c'est un recommencement pour moi. Franchement, je suis un peu submergée. C'est comme si je reculais de 20 ans. J'allais mettre plein de trucs en place de telle sorte qu'après 40 ans, 50 ans, j'allais plus travailler aussi difficilement. Donc, on voit ici comment ce, cette impression de reculer, d'avoir à tout recommencer, ça peut avoir un impact sur le vieillissement, même si l'immigration s'est faite il y a plusieurs années, si on a pris 20 ans de recul dans sa carrière à cause de la xénophobie, du racisme, ça va nécessairement avoir un impact sur notre qualité de vie au vieillissement. Ah, puis bien sûr, pour mentionner aussi que beaucoup de personnes nouvellement arrivées euh, se tournent vers leur communauté ethnoculturelle pour trouver du soutien, mais c'est un peu plus compliqué pour des personnes arc-en-ciel issues de l'immigration parce qu'elles peuvent avoir peur de vivre certaines des mêmes discriminations au sein de leur communauté ethnoculturelle qu'elles ont vécues dans leur pays. Et donc ça place les personnes immigrantes euh, arc-en-ciel dans une situation d'isolement particulièrement unique. Un autre phénomène qui a marqué le parcours de vie
des aînés francophones de SLGBTQIA+, c'est évidemment la crise du sida. Donc, le premier cas est déclaré au Canada en 82 et devient la cause principale de mortalité dans le monde chez les personnes de 15 à 59 ans en 2002. Donc, si on revient à notre personne de 65 ans, elle aurait eu 41 ans à l'époque. Donc, vraiment un moment comme marquant de sa vie adulte. Et puis, beaucoup de personnes qui ont vécu la crise sida se souviennent de l'absence de réponse gouvernementale. Donc, un sentiment de négligence, d'abandon de la part euh, du gouvernement. Et puis, vivre dans cette incertitude, ben, ça a eu un impact vraiment important sur les personnes. Donc, une personne qui nous a dit ici, Stéphane, au bas de la diapo, dit, le diagnostic à ce moment-là, c'était entre 6 mois et 4 ans. J'ai arrêté de vouloir une carrière, ça se passe pas en 6 mois. Donc, de vivre dans cette incertitude avec cette condamnation à mort qui plane sur nous, même si on survit, ça a un impact sur notre carrière, sur notre bien-être. Évidemment, ça a causé un décès massif, là. Le deuil collectif est comme inimaginable. Euh, et ça crée un impact durable sur les personnes. Yves, il y a la citation de Yves sur la diapositive ici qui nous dit, dans les années 90, je suis allée à une quarantaine de funérailles. Comme 40 funérailles. C'est quasiment comme impossible à comme imaginer. Puis Yves dit, mais ça tue le moral. Puis ce qu'on observe dans les propos des personnes, c'est que non seulement hein, la crise sida a brisé leur réseau de soutien, hein, parce qu'ils ont perdu tant de personnes, ça a aussi abîmé leur capacité à former des liens parce que, comme mécanisme de défense, les personnes ont arrêté de s'associer, de se lier avec d'autres personnes parce qu'ils avaient peur de les perdre. Euh, donc ça c'est une conséquence qui perdure. Puis, en fait, ensuite, il y a aussi d'autres impacts sur la carrière. Si, par exemple, des personnes ont dû quitter leur travail pour agir comme proche aidant, proche aidante auprès de leurs proches. Euh, donc, ouais, les impacts ici ne peuvent pas être sous-estimés. Mais on peut pas parler de parcours de vie queer sans parler de joie queer également et de résilience. Donc, sans minimiser euh, la, la sévérité des embûches, des défis que les personnes ont affrontés, plusieurs personnes ont aussi rapporté à quel point avoir affronté des difficultés, ça leur a donné un sentiment de confiance et d'efficacité. Euh, il y a aussi plusieurs personnes qui ont rapporté à quel point c'était comme euphorique de finalement s'ouvrir à la communauté queer après avoir entendu tellement de mauvaises choses, après avoir intériorisé tellement d'homophobie, de transphobie. Le moment où les personnes se sont finalement ouvertes à la communauté et ont réalisé, waouh, c'est juste des personnes, je suis vraiment à ma place, je suis accueillie, je suis acceptée. Comme ce moment a marqué les personnes aussi. On voit, là, Robert nous dit, je suis confortable aujourd'hui parce que j'ai fait le processus. Puis Alain qui dit, je pouvais finalement être moi-même, j'étais vraiment tombée sur mes deux pieds en pleine possession de mes capacités. Euh, donc ça, c'est des forces dont on peut tirer profit dans nos approches auprès des aînés arc-en-ciel. Ensuite, je pense qu'on peut peut-être prendre une petite pause parce qu'il est tard, il fait chaud. Donc, je propose qu'on prenne une petite pause de 5 minutes pour aller chercher un verre d'eau, aller à la toilette, do what you gotta do. On se retrouve ici à 18h48. C'est bon? À tout de suite. OK. Je vois un pouce de Paul-André qui est de retour. Donc, j'espère que la pause s'est bien passée pour tous, que vous revenez tout doucement. Salut Sonia. On va reprendre tranquillement. Mes petits rappels, n'hésitez pas à tout moment, pas besoin d'attendre les pauses officielles, là, si vous avez besoin de vous lever, de vous étirer, de prendre un verre d'eau, quoi que ce soit, là. Respectez vos besoins, là. C'est cool. Mais bon, on va enchaîner. Maintenant qu'on a parlé du parcours de vie, des expériences vécues qui peuvent influencer le vieillissement, on va plonger maintenant dans les expériences, comment ça se vit actuellement, les défis vécus aujourd'hui par les personnes aînées de SLGBTQIA+. Et on va commencer par une petite question quiz. Selon vous,
quel est le défi principal vécu par les aînés arc-en-ciel francophones en Ontario? Je préciserai le défi principal rapporté par les aînés dans le cadre de ce projet de recherche. Je ne veux pas présumer généraliser pour tout le monde, mais ouais, dans ce projet, qu'est-ce que vous pensez? Trois réponses jusqu'à présent, quatre. Intéressant, intéressant, ok. Cool, ok, je pense qu'on a toutes les réponses. Et vous êtes en fait sur la bonne voie. La bonne réponse, c'est effectivement l'isolement. J'étais curieuse de savoir si vous auriez la bonne réponse. Mais oui, c'est l'isolement. On va y revenir dans un moment, mais dans le sondage qu'on a fait auprès des aînés arc-en-ciel, il y a eu une question où on demandait mais quel est l'impact le plus important? Et d'abord, presque tout le monde a dit l'isolement, mais il y a une personne spécifiquement qui a répondu isolement, isolement, isolement. Donc, juste pour vous donner une idée. Euh, mais avant de plonger dans les défis, il y a une réalité que je voudrais nommer parce qu'elle influence toutes les autres. Et ça, c'est l'invisibilisation des aînés arc-en-ciel et le tabou sur la sexualité des aînés, en particulier sur la sexualité des personnes arc-en-ciel. Donc, une chose qu'on entend souvent quand on parle à des prestataires de services, c'est ben, on n'a pas de clientèle de la LGBTQIA+ chez nous. On est bien d'accord avec l'inclusion, mais il y a personne, on n'a pas de clientèle arc-en-ciel, donc ça ne nous concerne pas. Euh, Ce qui est toujours intéressant quand les gens nous disent ça, parce que, ben, c'est pas possible. Je veux dire, les personnes arc-en-ciel, elles existent, elles sont là, elles sont partout. Donc, si vous n'avez pas interagi avec des personnes arc-en-ciel, c'est parce qu'elles se sentent pas à l'aise de s'afficher avec vous ou que votre organisme est si peu inclusif que les personnes arc-en-ciel l'évitent. Mais les personnes arc-en-ciel, elles existent. Euh, et donc, ce qu'on observe là, c'est l'invisibilisation de nos communautés. Puis, plus précisément, auprès des aînés arc-en-ciel, on observe un phénomène qui est décrit dans la littérature comme une normalisation identitaire. Ça veut dire, c'est lorsque les aînés priorisent une partie normative de leur identité, donc leur identité comme personne vieillissante, au-dessus de leur identité comme personne arc-en-ciel. Puis ça, ben, c'est le résultat d'agisme et de sexisme. Donc, les personnes font comme un calcul mental en se disant, ben, j'ai besoin de services en tant que personne vieillissante, j'ai besoin de médecin, j'ai besoin de services de santé, j'ai besoin de logement, etc. Et se disent, ben, ça va être plus simple si je parle pas de mon orientation sexuelle, de mon identité de genre. Puis je me concentre sur mes besoins comme personne vieillissante. Sauf que les personnes arc-en-ciel ont des besoins qui sont spécifiques à leurs identités arc-en-ciel. Et donc, en minimisant ces dimensions de leur personne, bon, d'abord, c'est une déshumanisation. Ça enlève une partie de ce qui les rend, ce qui fait des personnes humaines complètes. Euh, mais ça peut mener à des moins bons résultats en matière de santé si on ne dévoile pas des dimensions de sa personne qui pourraient être importantes aux soins. Euh, et c'est aussi ça, le déni d'identité, c'est considéré dans la littérature comme une forme de maltraitance. Euh, Ça peut aussi mener à de la stigmatisation. Donc, si on présume que les personnes aînées ont pas d'activité sexuelle, sont pas actives sexuellement, ben, quand les personnes ont des comportements qui sortent de la norme, c'est-à-dire juste avoir des relations sexuelles, si on en vertu dans le tabou sur la sexualité des aînés, les personnes ont ce préjugé comme quoi les aînés n'ont pas de relations sexuelles. Et donc, d'emblée, dès qu'une personne est active sexuellement, ça dérange les personnes euh, qui adhèrent, disons, à ce tabou. Euh, et en fait, ça met les personnes arc-en-ciel dans une position un peu complexe parce que souvent les personnes arc-en-ciel, les personnes de LGBTQIA+, sont réduites à leur sexualité. On sait très bien que les personnes arc-en-ciel sont bien plus que ça, mais sont souvent réduites à leur sexualité. En même temps, les aînés, la sexualité des aînés est invisibilisée, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc, ça fait en sorte que les aînés arc-en-ciel sont juste complètement invisibilisés. On les oublie complètement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de parler de la sexualité aînée, de rejeter ce tabou et de faire de la place aux différentes activités sexuelles, si ce n'est que pour faire en sorte que les personnes aient accès à la santé sexuelle dont elles ont besoin. Euh, donc, ouais. Euh, un autre enjeu qui est important, c'est euh, l'isolement, comme on le mentionnait tout à l'heure. 38% des personnes répondantes qui ont participé au projet ont déclaré vivre un sentiment d'isolement. Et ce, même si la majorité d'entre elles ont des activités sociales. Donc, ça nous démontre que
c'est pas suffisant de faire partie d'un club ou d'aller à des activités. Ce qui est important, c'est le lien humain. C'est d'avoir des amis, des personnes proches sur qui on peut compter, vers qui on peut se tourner. Et les deux sont pas nécessairement équivalents. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête quand on planifie la programmation pour les aînés. Euh, Certains des facteurs qui font en sorte que les aînés arc-en-ciel francophones sont plus susceptibles de vivre de l'isolement. Déjà, il y a le fait de vivre seul. Donc, les aînés arc-en-ciel sont plus susceptibles que les personnes hétéro, cisgenres, de vivre seuls. Il y a aussi, comme on le mentionnait tout à l'heure, la perte du réseau. Donc, à travers notamment la crise du sida, mais aussi des ruptures familiales. Donc, les personnes ont pu perdre leur réseau avec le temps. Et, mais en se développant des mécanismes de défense, ont aussi plus de difficultés à former des nouveaux liens. Donc, on a perdu un réseau et on a de la difficulté à le rebâtir. Donc, ça, c'est des différents facteurs qui font en sorte que les aînés arc-en-ciel sont plus susceptibles de vivre de l'isolement. Et ça, c'est important parce que la littérature démontre que la qualité des soins dont une personne va disposer en fin de vie dépend de son réseau social. Euh, et donc, on va y revenir dans un instant, mais les aînées francophones arc-en-ciel sont dans une situation paradoxale où elles ont besoin elles dépendent plus que d'autres populations sur leurs proches pour des soutiens. On va y revenir, mais sont aussi plus isolées et donc n'ont pas de personnes vers qui se tourner pour obtenir des soins. Donc, se trouvent comme dans cet entre-deux euh, où, où il y a des lacunes dans les soins. Rapidement, pour les personnes qui ne seraient pas au courant qui seraient pas familières avec le concept, les proches aidants, donc ces proches vers qui on se tourne pour du soutien, ce sont des personnes ordinaires, donc des voisins, des voisines, des amis, de la famille, qui offrent un soutien à une personne. Et ce soutien peut prendre différentes formes. Soutien financier, aide avec les soins du corps, aide au transport, nettoyage à domicile, préparation des repas. Comme ça peut vraiment ressembler à différentes choses dépendamment des besoins. Et pour les personnes arc-en-ciel, euh, pour les personnes qui sont proches aidantes auprès de personnes arc-en-ciel, ce rôle revêt aussi une dimension de plaidoyer parce que ces personnes se trouvent à devoir revendiquer les droits de la personne qu'elles aident. Euh, donc, il y a cette dimension-là aussi qui s'ajoute. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, les aînés francophones arc-en-ciel dépendent plus que d'autres personnes sur leur réseau de proches pour obtenir du soutien. Par exemple, si les services sont pas disponibles en français, les personnes doivent dépendre des fois sur des proches pour la traduction. Si on fait pas confiance aux prestataires de soins pour, par exemple, l'affirmation de soins, on va se tourner vers des proches pour faire fournir ce genre de soutien, et ainsi de suite. Donc, les personnes francophones arc-en-ciel sont plus susceptibles de dépendre sur leurs proches pour cette aide, mais sont aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, plus susceptibles d'être isolés et d'avoir personne vers qui se tourner. Et ça, c'est sans compter les défis qu'on peut rencontrer dans la relation de proche aidance aussi. Donc, si la personne proche aidante a des préjugés homophobes, biphobes, transphobes, ça peut mener à des problèmes. Si la personne, même si elle est bienveillante, n'a pas le vocabulaire, n'a pas les compétences, les connaissances pour offrir l'aide qui est requise, ça aussi, ça peut poser des problèmes. C'est pourquoi, entre autres, il y a plusieurs personnes à qui on a parlé qui ont exprimé de l'inconfort à l'idée de demander de l'aide à leurs proches, préféraient demander de l'aide à des professionnels. Euh, on a aussi l'enjeu qui revient souvent de la non-reconnaissance. Donc, quand les proches aidantes sont des partenaires de même genre, sont des membres de la famille choisie, des fois, ces personnes ne sont pas reconnues par le personnel soignant et donc exclues des conversations sur les soins. Donc, c'est important d'inclure ces personnes dans les soins, mais c'est important de noter que la proche aidance ne devrait pas remplacer des services inclusifs ou adaptés. Euh, Alain illustre un peu ce point dans la citation ici. Il dit, on a une famille choisie, oui, mais ça reste que les liens d'amitié sont... Les gens déménagent, les gens bougent, on les perd souvent, on doit refaire des nouvelles amitiés constamment. Donc ça illustre un peu la précarité de devoir dépendre sur des proches pour ces soins. Ce qui nous amène aux défis en matière de santé physique et mentale plus largement. Donc, je ne suis pas médecin clinicienne ou quoi que ce soit, mais ce qui ressort dans la littérature, c'est que les personnes
de LGBTQIA+, sont plus susceptibles de vivre avec des maladies chroniques, incluant des complications liées au VIH. D'ailleurs, la recherche est un peu limitée à ce sujet parce que les aînés d'aujourd'hui sont comme la première cohorte à avoir le VIH et à suivre des traitements pour le VIH depuis si longtemps. Euh, donc, il manque en fait de recherche là-dessus. Euh, mais ça revient un peu tout à l'heure à ce que je disais, quand les personnes ne se sentent pas à l'aise de dévoiler leur identité comme personne arc-en-ciel, ça peut nuire à la qualité des soins parce que, comme on voit, il y a des particularités dont on doit tenir compte. Ensuite, dans le même ordre d'idée, les personnes arc-en-ciel, les aînés arc-en-ciel, sont plus susceptibles d'adopter des comportements sexuels qui peuvent les exposer à des ITS, des infections transmises sexuellement ou au VIH. Euh, Par exemple, des relations sexuelles non protégées. Et ça, c'est entre autres parce que beaucoup de personnes sortent du placard plus tard dans la vie. Il y a des aînés qui sortent du placard, disons, après leur retraite, quand elles sont libérées des pressions sociales de leur milieu de travail. Ça peut aussi être après une rupture de relation ou après le décès d'un partenaire de longue date. C'est à ce moment-là que des personnes vont faire leur coming out et commencer à expérimenter avec leur orientation sexuelle. Et ça, c'est vécu un peu comme une deuxième adolescente. Et donc ça peut si les personnes sont pas sensibilisées, peut les mettre plus à risque d'infection. Par exemple, un exemple qui ressort dans la littérature, c'est par exemple une femme qui commence à avoir des relations avec d'autres femmes, mais qui n'est pas sensibilisée au risque d'ITS en utilisant des jouets ou des accessoires sexuels, par exemple. Euh, donc, c'est important de tenir compte de ça pour le personnel soignant euh, qui, qui dessert, qui œuvre auprès des personnes arc-en-ciel, aînées arc-en-ciel. Ensuite, si on continue, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des complications qui peuvent être liées au VIH, notamment des troubles neurocognitifs et des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est important pour le personnel de connaître le statut sérologique des personnes, évidemment si la personne se sent à l'aise de le dévoiler. Les personnes aînées arc-en-ciel peuvent aussi vivre avec une santé mentale fragilisée en raison de stress minoritaire tout courant de leur vie. Et puis ça peut mener certaines personnes à consommer des substances pour les aider dans leur détresse psychologique. Donc, encore une fois, des choses à garder en tête. C'est aussi important de noter que les aînés arc-en-ciel sont moins susceptibles que d'autres groupes d'âge de la communauté de LGBTQIA+, à chercher du soutien en santé mentale. Donc, c'est important d'avoir des services de santé mentale adaptés aux aînés, en particulier des services adaptés au deuil pour les personnes, pour les partenaires de même sexe, des partenaires queer, qui est souvent une lacune dans les services offerts. Puis ben, finalement, il y a des considérations en ce qui a trait à la transition médicale chez les personnes âgées. Encore une fois, je ne suis pas clinicienne, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a un enjeu qui ressort dans la littérature où les médecins refusent d'emblée des traitements d'affirmation de genre, des soins d'affirmation de genre pour les personnes aînées sous prétexte que leur santé est trop fragile, les risques seraient trop élevés, whatever. Sauf que pour certaines personnes, le risque de ne pas recevoir de soins d'affirmation de genre pourrait être plus élevé que quelconque risque que les médecins identifient. Donc, c'est important d'avoir cette conversation, d'avoir du personnel soignant ouvert à avoir cette conversation. Le dernier défi dont je veux parler que rencontrent les aînés arc-en-ciel, c'est la précarité financière. Donc, vous vous en doutez sûrement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, quand des personnes ont vécu de la discrimination dans le milieu de travail, ça peut avoir un impact ensuite sur leur stabilité financière au moment de la retraite ou du vieillissement. Les francophones, d'ailleurs, en situation linguistique minoritaire, sont 1,3 fois plus à risque d'être dans le quintile de revenus le plus faible. Et donc, ça peut avoir un impact sur la qualité de vie euh, au moment de vieillir, comme le mentionnait tout à l'heure Mamadou. Maintenant, on va parler un petit peu d'accès aux services. Donc, on va parler des défis que rencontrent les personnes. Maintenant, on va parler un petit peu de leur expérience quand elles essaient d'accéder à des services, des programmes. Euh, on va commencer d'abord par quelques évaluations, quelques constats généraux. Donc, c'est assez intéressant. Donc, spontanément, généralement, les gens à qui on parle ont tendance à dire oui, les choses se sont améliorées, les milieux sont plus inclusifs, ça va bien. Et là, à comme revenir en arrière et dire
Ouais, mais surtout dans le milieu en anglais. En fait, en français, il n'y en a pas de service. Puis quand il y a des services, ils sont moins inclusifs. Fait qu'on voit une amélioration, mais pas tant dans le secteur francophone. Euh, Ici, on a par exemple une citation de Robert qui nous dit j'ai dit à mon médecin, est-ce que vous parlez français? Il me dit, My secretary could come and do the translation if you wish. Ce qui, parenthèse, est tellement un enjeu comme de confidentialité, patient, médecin. En tout cas, il y a toutes sortes d'enjeux qui se passent là, mais bon, de retour à la citation. Donc Robert dit, Don't worry, I speak English. Et après ça, je lui ai dit que je vivais avec un autre homme, que je suis gay, tout ça. Et j'ai pas eu de réaction négative de sa part, mais j'ai toujours gardé un inconfort, c'est plus la langue. Donc ça montre comment les personnes doivent en fait compartimentaliser, doivent faire des compromis dans leur accès aux soins pour avoir des services inclusifs. Maintenant, si on parle généralement du milieu communautaire, c'est un peu la même histoire. Donc, dans les milieux aînés, les personnes arc-en-ciel rapportent vivre de l'homo-bi-transphobie, de la xénophobie, cette idée du Canadien français blanc de souche qui prône encore. Euh, donc, les personnes rapportent ça. En même temps, dans le milieu LGBTQ+, les personnes rapportent beaucoup d'agisme et du racisme là aussi. Donc, il y a comme aucun endroit où les personnes peuvent vivre pleinement qui elles sont. Et puis là, si on ajoute à ça la dimension du français, ben, c'est encore plus compliqué. Donc, une personne ici, Mali, nous dit, je pense queer en anglais. J'ai eu de très mauvaises relations avec la communauté catholique, donc j'ai coupé ma relation avec les francophones. Ici, on voit cette juxtaposition, cette équivalence entre français et catholique. Et il a dit, j'ai donc coupé ma relation avec les francophones et je me demande si je devrais retourner dans mon pays, car vivre ici, ce serait vivre en anglais. Et ça, en fait, c'est un constat qui revient assez souvent, où les personnes considèrent quitter l'Ontario, quitter le Canada parce que vivre ici, trouver des milieux inclusifs ici, ce serait devoir vivre en anglais. Ibrahima, est-ce que, il y a une question? Ok, cool. Euh, N'hésite pas à mettre une question dans le chat s'il y a quoi que ce soit. Puis on aura une période de questions tout à l'heure où on pourra allumer les micros. D'ailleurs, si vous brûlez d'envie d'interagir, j'ai d'autres questions quiz pour vous. Donc maintenant, on vous demande, selon vous, quel pourcentage de personnes trans aînées craignent de devoir cacher leur identité au moment d'aménager en résidence? Les options sont A, 17%, B, 32%, 3, 54% ou C, 4, 71%. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais donner quelques petites secondes pour répondre. Ça s'en bien. Dernière seconde. All right. Okidoki. La bonne réponse, eh bien, c'était 54%. 54% des personnes trans aînées craignent de devoir cacher leur identité en entrant en résidence. Ça, c'est une statistique de l'enquête Sa vie LGBT, l'enquête menée au Québec. En fait, le logement, que ce soit les résidences ou les milieux de soins de longue durée, c'est le secteur qui génère le plus d'appréhension chez les aînés arc-en-ciel. Euh, il y a cette impression que même s'il y a des progrès dans l'inclusion, la diversité affective, sexuelle et de genre est seulement tolérée, pas vraiment acceptée, donc et seulement si les personnes sont discrètes, pas trop visibles. Euh, on fait état de certaines avancées, mais généralement, l'impression c'est que ce sont pas encore des milieux inclusifs et même la perception d'exclusion, donc la discrimination anticipée, c'est en soi assez pour dissuader certaines personnes d'aller en résidence ou d'accéder à des soins de longue durée. Puis ça, c'est sans parler des lits francophones qui sont très limités, à tel point que les délais peuvent être prohibitifs. Donc, les personnes ne peuvent pas accéder à des lits dans des résidences en français. Ici, on a Marie-Claire qui nous dit, est-ce que je voudrais vieillir en français ou je préférais vieillir dans un milieu gay-friendly? Je choisirais gay-friendly car je serais acceptée. Donc, ça revient à ce, ce compromis, cette compartimentalisation de soi que les aînés francophones queer se retrouvent à faire. Maintenant, ouais.
pour faire suite au logement, on va parler vraiment des soins de longue durée, milieu qui génère beaucoup d'appréhension chez les personnes de SLGBTQIA+. Encore une fois, les personnes doivent choisir entre des services dans leur langue, des services adaptés à leurs besoins, sachant que des services quand il y a une discordance linguistique, ça peut nuire à la relation thérapeutique et mener à de moins bons résultats en matière de santé. Euh, Ici, on a une personne qui répond au sondage qui nous a dit, mon médecin est anglophone parce qu'il n'y a pas de médecin francophone avec lesquels je pourrais être confiant qu'ils comprennent mes besoins en tant qu'homme gay vivant avec le VIH. On a aussi, euh, ça génère particulièrement beaucoup de craintes pour les personnes trans qui craignent d'être déplacardées contre leur gré, par exemple, pendant les soins du corps, dans les soins de longue durée, et de faire face à de la discrimination, craignent que le personnel soignant ne soit pas outillé, pour offrir les soins d'affirmation de genre. Donc, ici, on voit la statistique, 79% des personnes cis, LGBTQ et 93, comme pensez à ça, 93% des personnes trans feraient tout pour éviter d'emménager en résidence ou en centre de soins de longue durée. Donc, on peut juste imaginer euh, les, les lacunes dans les soins reçus si une personne ferait tout pour éviter d'aller en maison de soins de longue durée ou en centre de soins de longue durée. Par ailleurs, il y a certaines personnes trans qui préféraient même mourir que d'être admis en centre de soins de longue durée. Comme c'est juste pas une option pour certaines personnes. Euh, et donc, c'est ça, comme je le mentionnais, la discrimination vécue ou même juste la discrimination anticipée, c'est assez pour retarder les traitements et causer une charge mentale et émotionnelle importante. Et certains de ces enjeux se retrouvent aussi dans les soins à domicile. Là aussi, les personnes sont en position de grande vulnérabilité de laisser une personne étrangère rentrer dans leur maison, leur prodiguer des soins. Donc, il y a aussi beaucoup d'anxiété à ce niveau-là. Donc, maintenant, on va plonger dans les recommandations. Euh, Comment on fait pour le temps? OK. Donc, les recommandations se déclinent en trois piliers. Le premier, c'est de renforcer l'offre adaptée. Il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive. On va vous envoyer la diapositive après la séance d'aujourd'hui. Mais je vais juste passer rapidement. Donc, évidemment, ce qu'on fait pour améliorer l'offre active dépend du secteur dans lequel on travaille. Donc, ce qu'on fait dans un centre communautaire ne sera pas la même chose que ce qu'on fait dans un hôpital. Mais généralement parlant, quand on parle d'offres adaptées, on parle de milieu de vie, de logement adapté, de favoriser le maintien à domicile, donc à travers des soins à domicile inclusifs, euh, des transports abordables pour pas que les gens aient besoin de déménager, de se relocaliser pour être plus près des soins, des logements abordables, notamment dans les maisons de retraite, garantir la sécurité des soins de longue durée, ça on va y revenir dans quelques instants. En termes de programmation, quand on est plus dans le secteur communautaire, éviter les traumatismes religieux, donc faire des activités dans des espaces plus neutres, favoriser l'accessibilité des espaces, donc faire des activités en hybride, payer les frais de transport, offrir des options à faible stimulation sensorielle, donc avec un volume réduit, pas trop de musique. Euh, Aussi important, c'est l'entraide. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, le soutien, la proche aidance, ça peut être un défi pour les aînés francophones arc-en-ciel à plusieurs égards. Donc, des programmes de pair aidants, ça peut aider. En formalisant les relations de soins, ça peut les décomplexer un peu et répondre un peu à la crainte qu'ont certaines personnes de demander de l'aide à des amis, par exemple. Et une autre chose qu'on peut faire, généralement, pour rendre des services plus inclusifs, c'est l'offre active inclusive. Puis, bon, si vous êtes ici, vous connaissez probablement le concept de l'offre active en français. Et si vous êtes comme moi, probablement que quand vous entrez dans un espace et que ça dit «Je suis bilingue, je parle français», vous vous sentez probablement plus à l'aise de demander des services en français, ou juste de parler français. Euh, mais c'est la même chose pour des services inclusifs de la diversité affective, sexuelle et de genre. Si une personne ne voit aucun symbole, aucun arc-en-ciel, les pronoms sont pas indiqués sur les étiquettes de nom, ben une personne se sentira pas à l'aise de s'afficher, osera pas demander, revendiquer les services auxquels il y a droit. Tandis que quand il y a des drapeaux, quand il y a des pronoms, tout ça, là, justement, les personnes se sentent plus à l'aise de s'afficher et de se prévaloir des services offerts. Euh, Évidemment, ça doit s'accompagner de pratiques inclusives. On peut pas juste
ça peut être juste symbolique, là, ça doit être dans le concret. Et cette approche permet en fait de briser un peu cette idée qu'on mentionnait tout à l'heure où des organismes nous disent, ben, j'ai pas de clientèle arc-en-ciel, personne n'en fait la demande. Mais quand on offre proactivement les services, on remarque que les personnes en font plus la demande. Ça va de soi, mais ça mérite quand même d'être dit. Euh, Concrètement, comme je disais, donc les symboles doivent être suivis, accompagnés de pratiques concrètes. Et donc, dans une autre étude qu'on a menée, on a constaté que les organisations qui avaient des politiques spécifiques sur la diversité affective, sexuelle et de genre, donc pas juste des politiques anti-harcèlement général ou anti-discrimination générale, mais des politiques spécifiques sur la diversité affective, sexuelle et de genre, rapportaient moins d'incidents de discrimination. On ne sait pas si je sais pas si c'est une relation de causalité ou si c'est juste que des milieux qui ont tendance à avoir ce genre de politique sont tendance à être des milieux plus inclusifs, mais n'empêche que c'est un constat intéressant. Euh, Concrètement, quel genre de politique vous pouvez mettre en place pour soutenir les aînés arc-en-ciel? Ben, il y a déjà des formulaires à l'accueil. Ça, c'est un endroit où les personnes rapportent beaucoup de friction. Puis ça peut sembler anodin comme un formulaire, mais ensuite, ce formulaire-là influence toutes les relations, toutes les interactions qu'une personne a dans un milieu, que ce soit un milieu de soins de santé ou un milieu dans le milieu communautaire. Euh, donc, s'assurer que les formulaires demandent proactivement le nom d'usage, les pronoms, les accords, et qu'ensuite, cette information est communiquée, pardon, à toutes les personnes. Donc, qu'il y ait une cohérence dans les interactions. Euh, c'est important aussi d'avoir des politiques de visite pour s'assurer que les familles choisissent les partenaires de même sexe, les personnes proches aidantes, quelles qu'elles soient, ont la permission de visiter, sont incluses dans les rendez-vous, dans les soins. Ensuite, il y a la question de droit à l'intimité et à l'autonomie sexuelle. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a un tabou très répandu sur la sexualité des aînés. Et donc, ça fait en sorte que les personnes doivent se cacher, sont exposées à de la stigmatisation. Donc, c'est important de normaliser la sexualité. Oui, les aînés, les personnes de tout âge, à moins qu'elles soient asexuelles, évidemment, mais les personnes allosexuelles ont des relations sexuelles et c'est normal. Et faudrait s'assurer, surtout dans les centres d'hébergement, les maisons de retraite, que les politiques protègent le droit des personnes à avoir la visite. Puis finalement, c'est important d'avoir des processus clairs et transparents pour le dépôt et le traitement de plaintes, euh, évidemment. Et tout ça, ben, c'est important que le personnel soit formé à ces politiques pour que ce soit mis en vigueur dans les pratiques. Un autre, disons, pilier euh, des recommandations, c'est accompagner les aînés à bâtir ces réseaux de soins. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les personnes aînées arc-en-ciel sont particulièrement susceptibles de vivre de l'isolement. Ça a un impact important sur la qualité du soutien dont elles disposent. Mais il y a des choses que les organismes communautaires peuvent faire pour aider les personnes à tisser des liens. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais ça peut inclure, par exemple, le fait d'offrir des tiers-lieux. Donc, ça, c'est des lieux qui sont ni la maison ni le travail, comme des bars, des cafés, où les gens peuvent interagir dans un environnement sécuritaire. J'attirais aussi votre attention sur le dernier point, qui est le fait d'avoir des approches pour les personnes introverties. Donc, des activités de groupe, ça ne convient pas à tout le monde. Euh, donc, pensez à des options créatives comme des programmes de lettres, de correspondance ou des rendez-vous un à un avec des pères aidants, pères aidantes. Donc, des activités qui peuvent aider à prévenir l'isolement des personnes, même les personnes plus timides, introverties. Puis finalement, rapidement, mais recommandation comme transversale, c'est de respecter l'autodétermination des personnes et ça passe par la consultation, généralement. On fait rien au sujet des personnes aînées sans les personnes aînées, évidemment. Et ça, ça permet aussi de miser sur la résilience, comme on parlait tout à l'heure, donc de tirer profit, de mettre en valeur l'expérience, l'expertise des aînés. Puis là, finalement, rapidement, on va parler de pratiques gagnantes, des trucs que vous pouvez mettre en pratique, j'espère, dès demain dans votre travail. Euh, ouais. En commençant par rapidement parler, en parlant de l'arbre de l'oppression. Parce que la première chose qu'on peut faire dans notre pratique, c'est de réfléchir
à notre positionnalité. Ça peut sembler un peu théorique, mais bear with me. Donc, l'arbre de l'oppression, en fait, c'est une métaphore qui aide à expliquer comment les systèmes d'oppression et de privilège, en fait, se manifestent dans des actions concrètes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ben, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, mais ça aide de voir un peu comment toutes ces choses sont reliées. Donc, si on commence avec les racines de l'arbre, sont les systèmes d'oppression. Ça, c'est le colonialisme, le patriarcat, le suprémacisme blanc. C'est le sexisme, l'homophobie, la biphobie. Ça, c'est les racines de l'arbre. Et puis, ces racines sont ensuite visibles dans les organismes et les institutions, à travers les politiques, à travers les procédures. Euh, ouais, à travers les politiques et procédures. Et ensuite, ce qu'on voit le plus concrètement au quotidien, ce sont les feuilles de l'arbre. Donc ça, c'est nos interactions, les préjugés, les stéréotypes. Euh, mais ce qui est intéressant hein, avec cette métaphore, c'est que c'est là qu'on a le plus de pouvoir au quotidien. On peut interrompre les situations de discrimination, on peut confronter les stéréotypes. Et quand on fait ça, c'est comme si on enlevait les feuilles de l'arbre et qu'on l'empêchait de s'alimenter. Et donc, de cette manière, on peut aider à défaire un peu les racines de l'arbre. Donc, si on plonge un peu plus dans ces fameux préjugés et stéréotypes, euh, là, je vous apprends sûrement rien, là, mais les stéréotypes, là, on parle d'images simplistes, donc c'est comme des énoncés du genre, ils sont tous insérés, le stéréotype. Euh, donc, dès qu'on entend, toutes les personnes aînées sont ainsi, on est probablement dans les stéréotypes. Toutes les personnes queer sont ainsi, probablement un stéréotype. Et puis ensuite, ça se traduit au quotidien dans des préjugés. Donc, on rencontre une personne sur qui on entretient un stéréotype et on va la juger sans même la connaître, sans même interagir avec elle. Euh, Par exemple, un bon exemple de ça, c'est justement euh, le tabou sur la sexualité des aînés. Donc, on a un préjugé comme quoi les personnes d'un certain âge sont pas actives sexuellement. C'est un préjugé. Et puis ça, ensuite, ça se traduit ou ça mène à de la discrimination. Donc, quand on entretient des idées erronées au sujet de certaines personnes, ben, ça va influencer nos actions. Ça n'a pas besoin d'être comme délibérément méchant, hein. Mais si on pense que les personnes aînées sont pas actives sexuellement, ben, on fournira pas les soins de santé sexuelle nécessaires et ça peut mener à euh, des de la discrimination dans la livraison de services de santé, d'inégalités dans la santé, par exemple. Concrètement, alors, comment est-ce qu'on peut agir en tant qu'allié, puis intervenir pour briser, abattre cet arbre d'oppression? Ben déjà, on peut écouter les personnes avec humilité. Ça semble comme évident, mais accepter qu'on ne sait pas tout, on comprend pas tout, les personnes auront peut-être des pratiques, des étiquettes qu'on ne connaît pas, mais donc écouter avec ouverture et humilité, donc accepter qu'on sait, ouais, on sait pas tout. Évidemment, interrompre les incidents de discrimination quand on en est témoin. Une autre chose que des personnes peuvent faire pour aider à mieux soutenir les aînés arc-en-ciel, c'est normaliser proactivement la diversité affective, sexuelle et de genre, notamment à travers notre langage. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, nommer nos propres pronoms. Quand on se présente, on nomme les pronoms, comme ça normalise, ça dit à une personne que, OK, c'est sécuritaire, c'est une personne sécuritaire pour moi de partager mes pronoms. Euh, Dans certains cas, c'est peut-être pas adapté d'utiliser un langage comme des néologismes. Il y a des personnes, tu sais, si on a parlé d'une certaine manière toute sa vie, c'est peut-être pas adapté. Dans ces cas-là, on peut utiliser une autre stratégie de langage inclusif qui est le langage épicène. Donc ça, c'est juste c'est d'utiliser des tournures de phrases qui évitent de genrer. Donc, au lieu de dire les infirmiers et les infirmières, on dit le personnel infirmier, par exemple. Donc, c'est une façon comme subtile de parler de façon plus inclusive si on n'est pas à l'aise ou on pense pas que ce serait approprié dans ce contexte d'utiliser des néologismes ou des doublets. Doublet, c'est quand on fait comme soit on utilise un point médian ou un point ou qu'on dit infirmier, infirmière, on double. Euh, Puis finalement, une autre approche qu'on peut prendre, ben, c'est d'utiliser le langage utilisé par la personne elle-même.
Ça vaut pour le nom et les pronoms, bien sûr, mais ça vaut aussi pour l'anatomie. Donc, dans un contexte de soins, si on rencontre une personne, souvent les personnes vont nommer leur corps elles-mêmes, vont dire j'ai mal à tel endroit. Donc, c'est bien d'utiliser le langage utilisé par cette personne. Donc, si une personne transmasculine utilise le mot poitrine pour parler de sa poitrine, ben, c'est le mot qu'on utilise. Euh, Ça permet de mettre les gens en confiance, et aussi d'être plus précis dans bien des cas. Une autre chose, comme je l'ai déjà mentionné, mais c'est bien sûr d'inclure toute la structure de soutien dans les soins des personnes. Donc, sa famille choisie, des fois, c'est des ex-partenaires, des partenaires de même genre, mais aussi de parler directement à la personne concernée. Donc, on nous rapporte souvent que des personnes qui ont des proches aidants, le personnel soignant a tendance à parler aux proches aidants au lieu de parler à la personne qui reçoit les soins. Donc, c'est juste un petit ajustement. Une autre chose qui peut être faite, c'est d'encadrer les questions plus sensibles pour réduire l'anxiété. Parce que souvent, ce qui est une question qui semble importante, tout à fait normale pour un membre du personnel, peut être perçue comme stigmatisante ou même invalidante ou délégitimante pour la personne qui la reçoit. Par exemple, je vous donne un exemple. Si une personne a déjà dit qu'elle était asexuelle, n'a pas de relation sexuelle, et qu'un le personnel soignant pose des questions sur l'activité sexuelle, ça peut sembler comme si le personnel soignant néglige ou ignore l'identité de la personne. Il suffirait de dire, bon, je sais que vous m'avez dit que vous êtes asexuel, j'ai juste quelques questions quand même à poser sur les comportements, juste pour m'assurer de bien comprendre euh, la situation médicale, par exemple. Ou si une personne a déjà dit qu'elle était lesbienne, mais qu'on lui pose des questions sur des risques de grossesse, encore une fois, c'est pas impossible, tout dépendamment, mais il s'agit juste de contextualiser pour pas que la personne le vive comme si on niait son identité comme lesbienne. Puis finalement, utiliser un langage précis, ça peut aider. Donc, au lieu d'utiliser des étiquettes plus vagues, être vraiment précis dans ce qu'on demande. Donc, par exemple, il y a plusieurs personnes aînées qui ne s'identifient pas avec certaines des étiquettes qu'on utilise, qu'on voit aujourd'hui, comme queer, par exemple, c'en est un commun, mais il y en a d'autres, surtout si une personne fait son coming out plus tard dans la vie. Donc, si on demande à une personne, est-ce que vous êtes lesbienne? Ça se pourrait qu'elle dise non, parce que c'est pas une étiquette qu'elle revendique. Mais si on demande à la même personne, est-ce que tu as des relations sexuelles avec d'autres femmes? Ça se pourrait que la personne dise oui. Parce qu'on change, on passe d'une étiquette identitaire à une description des comportements. Euh, donc ça peut aider aussi. Puis finalement, la dernière chose dont je voulais parler brièvement, c'est le soutien à l'autodétermination en fin de vie. Donc, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé pour plusieurs raisons. Et beaucoup de personnes évitent de faire des démarches pour leur fin de vie, soit parce qu'elles n'ont juste pas le temps, elles sont tellement préoccupées par la survie au quotidien ou parce qu'elles sont mal à l'aise de penser à leur mort, ce qui est tout à fait compréhensible. Sauf que sans directive, sans planification, les personnes arc-en-ciel, aînées arc-en-ciel, sont exposées à des formes de violence en fin de vie. Euh, on parle par exemple de mégenrage lors des funérailles. Donc, une personne, on court le risque, s'il n'y a pas de directive claire, que la famille, des membres de la famille avec qui on avait rompu les liens réapparaissent pour organiser les funérailles et ignorent l'identité de la personne, euh, ignorent l'expression de genre dans une cérémonie avec un cercueil ouvert, ne respectent pas l'expression de genre. Euh, Impose des rites rituels non souhaités. Si une personne a rompu les liens avec une religion, mais qu'on on lui impose des rites funéraires de cette religion. Il y a aussi les refus des soins d'affirmation de genre. On voit ça avec les personnes trans vivant avec la démence. Euh, des fois, le personnel soignant va percevoir l'identité de genre comme de la confusion et va arrêter les soins d'affirmation de genre. Mais ça, c'est de la maltraitance. C'est nier l'identité de la personne. C'est violent. Donc, toutes ces choses peuvent être c'est pas entièrement prévenu, mais on peuvent être aidés si les personnes ont des directives claires sur leur fin de vie. Euh, et en tant qu'intervenant, intervenante, on peut aider, et on ne peut pas le faire à la place des personnes, mais on peut aider en posant des questions, en invitant les personnes à penser à leur procuration relative aux soins ou à leurs biens, expliquer un peu les risques de ne pas avoir de
procuration prévue, peut-être les aider à identifier des mandataires de confiance, donc des personnes en qui elle aurait confiance pour faire les soins d'affirmation de genre, si la personne est plus en mesure de les demander, faire les rites funéraires, etc. Et puis, en tant que prestataire, s'il y en a parmi vous qui travaillez dans le secteur de l'hébergement, soins de longue durée de la santé, s'assurer que les soins d'affirmation sont documentés dans les dossiers pour assurer la continuité. Donc, c'est des petites choses qui peuvent être faites pour prévenir cette violence symbolique en fin de vie pour les personnes aînées arc-en-ciel. Et donc, ça fait le tour de ce que je voulais couvrir avec vous ce soir. Mais s'il y a quelques petites choses que je veux que vous reteniez, c'est ça, de garder en tête le parcours de vie, les expériences qui peuvent avoir marqué le parcours d'une personne et expliquer, contribuer à leur expérience du vieillissement. Euh, Toujours valoriser l'autonomie, la dignité des personnes, tenter tant que possible de pratiquer l'offre active inclusive, donc se montrer proactivement comme une personne ou un espace inclusif pour encourager les personnes à se prévaloir des services offerts et en faire cela, contrer un peu cette perception du milieu francophone comme étant moins inclusif que le milieu anglophone. Puis finalement, ben, adopter une posture d'allié au quotidien en faisant même des petites actions qui peuvent ouais, s'additionner. Et puis, ben, je vous invite, on n'a pas besoin de le partager, là, mais je vous invite à réfléchir s'il y a une chose que vous aimeriez mettre en place là, dès demain, dès la semaine prochaine. Je vous invite à y penser, écrivez-le quelque part pour vous garder, pour vous responsabiliser. Dites-vous, OK, je vais essayer ça, je vais essayer d'utiliser un langage inclusif ou je vais essayer de m'informer sur la transition auprès des personnes plus âgées, quel que soit votre travail ou ce qui est pertinent dans votre milieu. Mais je vous invite à faire ça. Puis, j'en profite aussi pour partager avec vous quelques petites informations. Donc, on aura un autre webinaire dans à peu près un mois, le 25 juin à midi. Ce sera genre Lunch and Learn. Cette fois-ci, ce sera sur les soins de santé auprès des personnes arc-en-ciel. Donc, toutes personnes arc-en-ciel confondues, mais spécifiquement dans le secteur de la santé. Et puis, je vous invite aussi à remplir le formulaire d'évaluation pour le webinaire de ce soir. Mes collègues sont en train de partager les liens dans le chat. Euh, mais ce serait vraiment apprécié que vous partagiez vos rétroactions avec nous. On les lit toujours et on les prend jamais personnels. Le formulaire est complètement anonyme. Donc, si vous avez des retours sur ce webinaire, je serais vraiment, vraiment ravie de les recevoir. Donc, ouais, je vous demande de prendre 2 petites minutes tout à l'heure pour le remplir. Là, c'est vraiment pas long. Et puis, si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à participer au projet euh, que j'ai mentionné en début de présentation. On est encore en train de récolter des données. À ce stade, on récolte précisément ou plus spécifiquement des données sur auprès des prestataires de services dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des médias. Donc, si vous travaillez pour l'un de ces secteurs, puis chacun de ces secteurs est compris là, très, très largement. Là. Donc, la santé, ça inclut la santé mentale, ça inclut tous les services auxiliaires, disons. Donc, si vous travaillez dans un de ces secteurs, n'hésitez pas à participer au projet. On adorerait vous entendre. Euh, et c'est tout pour moi. On va arrêter l'enregistrement. Donc, si vous avez des questions, là, c'est le moment. Je serais ravie d'en discuter avec vous.